assassin, now their pursuer. I must destroy those who I once called brother. The air is still, and I am a hunter. Je pense sincèrement que toute personne ayant déjà joué aux jeux vidéo, peu importe la génération, connaît forcément de près ou de loin Ubisoft ou à minima le nom d'un de ces jeux. Je fais partie de ces joueurs qui ont grandi avec les jeux d'Ubisoft comme des millions de personnes à travers le monde, et c'est pas un hasard. C'est tout simplement parce qu'Ubisoft est devenu au fil du temps l'un des plus grands noms du jeu vidéo et qui a d'ailleurs eu un impact immense sur l'écosystème du jeu vidéo. Internet non plus d'ailleurs serait pas pareil sans Ubisoft, tout simplement parce que ces jeux ont permis à une multitude de créateurs d'émerger au début d'Internet, notamment grâce au let's play. Eh bien, salut tout le monde, c'est Sifano. Et de manière assez surprenante, toute cette histoire commence au fin fond de la Bretagne, à Carentoire, dans une simple famille de négociants agricoles où vivent 5 frères, Claude, Michel, Yves, Gérard et Christian, qui forment avec leurs parents, vous l'aurez compris, la famille Guillemot qui sera nos protagonistes de cette histoire. Depuis tout petit, ces 5 frères sont baignés inconsciemment dans l'entrepreneuriat grâce à leurs parents notamment. En aidant pour les livraisons, en assistant à certaines négociations, ils aident leurs parents à faire leur petit commerce en fait. Mais quelque chose d'important, c'est qu'en parallèle, au fil du temps, ils assistent aussi à l'arrivée progressive de la technologie et d'internet, avec l'apparition des premiers ordinateurs, des premiers logiciels, voilà, qui va leur développer par conséquent une très grande passion pour tout ce qui est informatique, et ça dès le plus jeune âge. Et donc leurs parents, Yvette et Marcel, ils voient bien que leurs 5 fils comprennent très bien les rouages du commerce et de l'informatique, d'autant plus qu'ils sont passionnés par ça. Et donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer les 5 frères faire des études de commerce et d'entrepreneuriat. Et déjà rien qu'avec cette décision, on peut comprendre quand même que c'est une famille assez ambitieuse, voilà. Parce que déjà encore aujourd'hui, c'est pas l'idée de tous les parents d'envoyer leurs enfants en études de commerce, mais alors imaginez dans les années 70. Vous en doutez bien, les 5 frères vont directement accepter ce choix, et c'est comme ça que les frères Guillemot vont partir chacun faire leurs études. Michel et Gérard Guillemot iront les faire à l'EDEC, à Rouen. Claude ira à Rennes, Yves ira les faire à San Francisco, rien que ça. Et le petit dernier de la famille, Christian, qui ira les faire à Londres. Ce qui est important de préciser, c'est qu'à la base, ces 5 frères, en faisant ces grandes études, ils espéraient rien d'ambitieux. Eux, à la base, leur objectif, c'était uniquement de réussir leurs grandes études pour ensuite aider l'entreprise familiale, rien de plus. Mais bon, vous en doutez, au fur et à mesure qu'ils vont prendre en expérience, ils vont bien constater quand même que l'entreprise familiale dans le domaine agricole, c'est trop limité pour eux. Ils veulent s'aventurer sur un marché beaucoup plus gros. Et un bon jour, Claude, l'aîné de la fratrie, va rendre visite à son petit frère à Londres. Et en se baladant dans la rue, il va rentrer dans une boutique de jeux vidéo de l'époque, et c'est là qu'il va remarquer quelque chose de très intriguant. Il va remarquer que les prix d'achat d'ordinateurs, de logiciels, de matériel informatique pour jeux vidéo, etc., sont beaucoup moins chers qu'en France. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il va comprendre que le jeu vidéo est un marché potentiel en pleine croissance, et que potentiellement, s'ils rentrent sur ce marché, ils peuvent gagner des millions. Il va réussir à convaincre ses frères, et c'est comme ça que la même année, en 1984, les frères Guillemot vont alors créer leur entreprise Guillemot International, une société de vente par correspondance, mais attention, voilà, c'est pas encore le Ubisoft qu'on connaît aujourd'hui. Au début, la société s'occupe uniquement de contacter d'autres éditeurs pour vendre leurs jeux vidéo en France. Pour l'instant, ils ont pas encore cette volonté réelle de créer leur propre jeu. Ils vont gagner en expérience, et 2 ans plus tard, donc en 1986, leur chiffre d'affaires est déjà estimé à plus de 40 millions de francs, soit environ 6 millions de dollars pour l'époque. Et c'est donc à ce moment-là, en constatant leur chiffre d'affaires, qu'ils se disent qu'ils doivent encore évoluer. Ils pensent qu'ils ont déjà atteint un plafond de verre, et donc c'est à ce moment-là, en 86, que les frères Guillemot vont créer leur iconique entreprise de jeux vidéo, Ubisoft. Alors par contre, au début, ils vont faire quelque chose de pas du tout légal, on va pas se le cacher. En fait, ils vont utiliser les informations de leur première entreprise de distribution de jeux pour connaître toutes les commandes et les avancées de développement de leurs concurrents. Ce qui va donc permettre à Ubisoft de savoir exactement quand sortir leur jeu pour avoir un maximum de profit. Alors autant c'est malin, on est tous d'accord. Autant je suis pas sûr que devant le juge ce serait passé, tu vois, bizarrement. D'ailleurs pour l'anecdote, est-ce que vous savez pourquoi Ubisoft s'appelle Ubisoft en réalité? En fait, Ubi vient du mot ubitiquer, ce qui signifie, quand on prend la définition officielle, être partout à la fois, même si personnellement, je vous le cache pas, je préfère la théorie de Ubi égale Union des Bretons indépendants. Et soft, pour software en fait. Maintenant que les frères Guillemot ont leur propre société de jeux vidéo, ils doivent faire un truc, vous en doutez bien, c'est de créer des jeux vidéo. Et ce qu'ils vont faire dans un premier temps, c'est quand même assez drôle, c'est de piquer tous les petits génies qui travaillent chez la concurrence, notamment chez Electronic Arts, ce qui va pas trop leur plaire. Une fois leurs développeurs recrutés, ils vont commencer à bosser dans un petit local à Créteil pour développer leur premier jeu vidéo. Un petit jeu du nom de Zombie, qui est développé par 4 petits programmeurs en l'espace de 6 mois et qui sort en juillet 1986. Dans ce jeu, pour vous expliquer, on joue 4 personnages pris au piège sur le toit d'un centre commercial infesté de zombies. Et ce jeu-là, à la sortie,
et bah il va plaire. Bon, vous vous en doutez, on n'est pas sur un phénomène planétaire, mais ils vont réussir à vendre quelques milliers d'exemplaires à travers la France, et donc bah ça va pouvoir permettre à Ubisoft d'enchaîner sur la prochaine production. Ils vont se développer à l'échelle nationale pendant 2 ans. Sauf qu'en 88, après quelques petits succès, notamment en France, mais qui ont réussi à s'exporter d'ailleurs en Espagne ou en Allemagne, Ubisoft cherche à passer une nouvelle étape. Voilà, ils veulent commencer à vendre à l'international. Pour remédier à ça, les frères Guillemot vont avoir une idée de communication en vrai de vrai très intelligente, encore plus pour l'époque. Ils vont littéralement louer un immense château de plus de 270 hectares au fin fond de la Bretagne, le château de Great Calac. Ils vont inviter plein de développeurs, de graphistes, de programmeurs pour transformer ce château en un énorme studio de jeux vidéo. Ubisoft va jouer le coup à fond en commandant par exemple des traiteurs, en faisant des activités sportives. Ils vont installer des ordinateurs partout dans le château. Bref, c'est simple, hein, ils vont transformer le château en un immense camp de vacances pour développeurs. Et ça dans quel but? Bah tout simplement de faire les meilleurs jeux possibles. Et une fois avoir mis en place cette idée, les frères Guillemot vont voyager pour se rendre au Consumer Electronics Show à Las Vegas, l'un des plus gros événements de la tech de l'époque, pour présenter un de leurs prochains jeux, Iron Lord. C'est un jeu de fantasy ultra prometteur pour l'époque, et justement ils vont utiliser le fait que le jeu soit développé dans l'un des plus grands châteaux de France avec à l'intérieur les meilleurs développeurs de France pour donner envie aux gens d'en savoir plus. Cette stratégie va particulièrement bien marcher parce que le développement déjà va très bien se passer, même si l'organisation en elle-même est catastrophique. En même temps, j'ai envie de vous dire, les mecs bossaient toute la nuit, se réveillaient à 17h, ils allaient faire une petite partie de badminton jusqu'à 18h, ensuite ils allaient bouffer et ils recommencent à travailler. Donc vraiment, l'organisation n'avait aucun sens. Le jeu va sortir en 1989 et il va très bien se vendre. C'est en tout plus de 100 000 exemplaires vendus par Ubisoft, ce qui en fait leur record. Et d'ailleurs, ces résultats vont prouver au monde du jeu vidéo qu'Ubisoft est en train de se faire une vraie place dans l'industrie et que justement ils sont en train d'arriver. Et c'est simple, parce que grâce au succès d'Iron Lord, Ubisoft ne va faire que de grossir. Parce qu'en parallèle de ça, toujours en 89, ils vont signer un contrat avec la société américaine Epix, ce qui va permettre à Ubisoft de commercialiser ses jeux sur le sol américain à grande échelle, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et grâce à ce contrat, Ubisoft va vraiment se faire connaître aux États-Unis, ce qui va d'ailleurs leur permettre pour la première fois de dépasser les 10 millions de bénéfices nets et de commencer enfin à être reconnu à l'échelle internationale. Et donc bravo, parce qu'on se rappelle qu'un an et demi plus tôt, donc en 88, Ubisoft ils étaient connus qu'en France et peut-être un peu en Espagne. Et il leur a suffi seulement une idée brillante pour justement réaliser leur souhait de devenir connus à l'international. Et être aussi efficace en si peu de temps, franchement c'est fort. Surtout qu'il faut prendre en compte que 5 ans plus tôt, les mecs étaient seulement en train d'aider leurs parents à vendre du matos agricole, voilà. Ça n'a aucun sens. Le début des années 90 va être très lucratif pour Ubisoft. De 1990 à 1995, donc en 5 ans, Ubisoft commence à distribuer leurs jeux partout en Europe et aux États-Unis. Ils vont ouvrir leurs 3 premiers studios de jeux vidéo, un à Paris, un à Montpellier, d'ailleurs on y reviendra très bientôt, et un à Bucarest. Bref, c'est simple, au début des années 90, Ubisoft marche sur l'eau. Mais encore une fois, c'est pas assez pour les frères Guillemot, non. Ils estiment qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque un jeu vidéo qui deviendrait une vraie référence pour l'entreprise et qui serait connu à travers le monde. Et ça tombe bien, puisqu'en 1995, ils vont sortir un jeu qui va mettre tout le monde d'accord, Rayman. Je suis sûr et certain que ce petit bonhomme sans bras ni jambes là, il doit sûrement vous remplir de nostalgie pour ceux qui ont joué à l'époque. Rayman sort tout droit du cerveau de ce mec, Michel Ancel. C'est un développeur qui avait été repéré à l'époque par Ubisoft dans un jeu concours, au hasard total. Il est d'ailleurs l'un de ceux qui avait été recruté dans le fameux château alors qu'il n'avait que 16 ans. Et ce qui est fou et qu'on a du mal à imaginer, c'est tout l'impact que ce petit jeune de quoi là, 16 ans, va avoir sur la suite d'Ubisoft. Parce que ce mec est littéralement la raison de la création d'un studio entier. En gros, pour vous expliquer, pour faire simple, après sa période au château, il est parti travailler au studio d'Ubisoft en région parisienne, sauf qu'après 6 mois à travailler là-bas, il se sentait pas à sa place et en plus de ça, il était très loin de sa famille. Donc en 1993, il décide d'aller voir l'un des frères Guillemot, à savoir Michel, le responsable de création, et il explique tout simplement qu'il se sent pas bien, qu'il est trop loin de ses proches et que par conséquent il doit redescendre dans le sud. Sauf que dans la même conversation, il va parler de manière anecdotique d'un petit personnage qu'il a dans la tête depuis longtemps. Et en l'occurrence, il est en train de lui parler des premières idées de ce que deviendra Rayman. Il va lui parler de plein de trucs, du personnage, de l'univers, de l'histoire qu'il imagine. Sauf que Michel Guillemot, lui qui est dans le business depuis maintenant plusieurs années, il sait repérer un potentiel jeu à succès. Et comme il sait que Michel est un vrai génie pour son âge, il est alors convaincu qu'il faut développer cette idée. Il est tellement convaincu qu'il se dit que la meilleure solution pour que Michel soit sur le projet tout en étant dans le sud, c'est de créer un studio de jeux vidéo pas loin de chez lui. Et c'est comme ça que va être créé l'un des studios iconique de France, le studio Ubisoft Montpellier. Faut quand même s'imaginer la scène. On parle d'un moment où un petit développeur annonce sa démission
pour justement retrouver sa famille. Et dans cette même conversation, ils vont créer l'un des plus grands studios de France et en plus de ça, l'un des plus grands jeux vidéo de tous les temps pour l'entreprise. Et d'ailleurs, pour la première fois en France, on va avoir deux studios qui vont travailler ensemble main dans la main pour le développement de Rayman. À Montpellier, on va s'occuper de la partie programmation et développement technique, tandis qu'à Paris, on va s'occuper de la partie animation et sonore. Il y a en tout 100 personnes qui vont travailler sur Rayman, ce qui en fait par conséquent la plus grosse production pour Ubisoft à l'époque. Et je pense qu'il est quand même important de noter qu'à la base des bases, ce projet-là vient tout droit de la tête d'un petit développeur de 20 ans. Dans un monde normal, ça n'a littéralement aucun sens qu'une entreprise se jette dans un développement à coût de plusieurs millions d'euros de production. Tout ça parce qu'un gamin t'a proposé une idée qui à l'époque n'était même pas finie. C'est là où tu comprends qu'il y a littéralement des génies sur Terre, hein, et surtout des génies qui savent flairer le bon coup. D'ailleurs, quelque chose d'également très très malin lors de la production de Rayman, c'est qu'ils vont l'optimiser sur la PS1. Ce qui va permettre à Ubisoft de pouvoir sortir Rayman en septembre 95, exactement le même mois de lancement de la PS1 en Occident, et d'en faire par conséquent l'un des jeux phares de la PS1. Ça va être un énorme succès pour Rayman. Un tel succès que toutes les personnes qui vont prendre la PS1 vont le prendre avec le pack Rayman. C'est simple, personne ne peut passer à côté de ce jeu, c'est un phénomène. Tout le monde tombe sous le kiff de ce personnage jaune, sans bras ni jambes, avec ce côté cartoon et ses musiques. Et il est important de noter que Rayman va plaire aux enfants, mais également aux adultes. Le jeu plaît à tout le monde. C'est un jeu qui est beau, c'est un jeu qui est fun, et c'est clairement une réussite pour Ubisoft, qui va réussir à vendre plus de 4 millions d'exemplaires de Rayman. Et ce qui va permettre à Ubisoft de se placer en tant que l'un des plus gros du marché de l'époque. Et ce qui est fou, c'est que pour l'instant, dans cette histoire, on a l'impression que tout est trop facile pour eux. Leur premier jeu, ils se vendent bien à l'échelle nationale. Ensuite, ils se disent, et si on allait à l'international? Ils réussissent à aller à l'international. Ensuite, après, ils se disent, on n'a pas encore un jeu à succès. Bim, 3 ans plus tard, un jeu à succès mondial. Wouhou! C'est trop facile pour eux. Vous en doutez, après ce succès mondial, Rayman va être connu partout dans le monde. Et grâce à ce succès, tout va aller super vite pour Ubisoft, parce que dès l'année suivante, en 1996, ils vont rentrer à la bourse de Paris, ce qui va être un énorme succès d'ailleurs, parce que dans l'espace de 24 heures, le titre d'Ubisoft prend un x252%, ce qui va leur dégager plus de 50 millions de francs, et ce qui va donc faire que le chiffre d'affaires pour Ubisoft en 1996 est estimé à plus de 250 millions de francs, ce qui signifie environ 40 millions d'euros aujourd'hui. C'est d'ailleurs la même année où l'entreprise va changer de nom, voilà, pour passer de Ubisoft en 2 mots à Ubisoft Entertainment. C'est à ce moment-là aussi que Ubisoft devient une multinationale, voilà, en ouvrant des studios dans le monde entier, au Maroc, en Italie, en Espagne, avec des filiales à Hong Kong, au Danemark ou encore aux Pays-Bas. C'est d'ailleurs dans cette période où ils vont ouvrir le studio phare d'Ubisoft, le studio Ubisoft Montréal. Et ce qui est drôle à noter, c'est qu'à la base, ils ne voulaient absolument pas créer un studio là-bas, hein, ils s'en foutaient. Mais du coup, est-ce que vous savez pourquoi ce studio au final a été créé? Pour une raison fiscale. Et oui, en fait, c'est carrément le gouvernement québécois qui est venu vers Ubisoft en leur disant: ouais, salut, on aimerait développer notre image de pays cool en se développant dans le monde de la tech. Donc est-ce que ça vous dirait pas de créer un studio chez nous? Si vous acceptez, on vous offre un crédit d'impôt de moins 50% sur tous les salaires. Ça vous dit? Et c'est donc uniquement pour ça qu'aujourd'hui, le plus gros studio d'Ubisoft se trouve à Montréal. Pour la thune. Bon, bref, pour revenir sur le développement d'Ubisoft, on arrive doucement aux années 2000, qui vont être particulièrement marquées par des jeux vidéo cultissimes sortis par Ubisoft. Déjà dès l'an 2000, ils vont acheter une multitude de studios dans le monde entier, notamment le studio Red Storm Entertainment, qui détient la franchise Tom Clancy Rainbow Six, Splinter Cell ou encore Ghost Recon. Tout ça pour 45 millions de dollars. Et en réalité, ce rachat de studio est très très simple à expliquer. En fait, en interne, l'objectif d'Ubisoft est de produire des jeux dans tous les genres du jeu vidéo, pour toutes les tranches d'âge. Et en partant de ce postulat, on peut clairement dire qu'ils ont parfaitement réussi. Parce qu'à partir des années 2000, c'est simple, ils vont sortir banger sur banger qui marqueront le monde entier. En 2002, bim, le premier Splinter Cell, 8 millions d'exemplaires vendus. Ça sera tellement un succès que les stocks en Europe seront liquidés en moins de 24 heures. L'année suivante, en 2003, bam, Prince of Persia les Sables du Temps, 3 millions d'exemplaires, avec à côté de ça Rainbow Six Raven Shield et Beyond Good and Evil. En 2004, on s'arrête pas puisque Ubisoft sort Far Cry. C'est l'un des premiers jeux à la première personne, graphiquement supérieur au reste de la concurrence, avec un monde ouvert qui est l'un des premiers mondes ouverts aussi poussés, qui va se vendre à plus d'1 million d'exemplaires en moins d'un mois. D'ailleurs, en parallèle de ça, toujours en 2004, Ubisoft va réussir à obtenir un partenariat avec Lucasfilm pour pouvoir faire des jeux Star Wars, ce qui coche encore une fois un petit élément sympa pour Ubisoft. Juste après ça, en 2006, il y a le jeu Rayman contre les lapins crétins, qui peut paraître complètement anecdotique, dit comme ça, mais c'est dans ce jeu où on aperçoit pour la première fois les lapins crétins, qui à la base n'avaient aucun intérêt de la part d'Ubisoft, mais qui finalement deviendront cultissimes auprès des fans. Et je pense
quand même qu'on néglige l'impact des lapins crétins sur Terre, parce que c'est quand même devenu, entre-temps, un phénomène mondial. Il y a des produits dérivés, des jeux vidéo, des dessins animés, des bandes dessinées ou encore des films. Ça va faire prendre conscience à Ubisoft qu'ils vont pouvoir aussi se développer en dehors du jeu vidéo, mais ça on y revient juste après. Et après ça, un an plus tard, en 2007, ils sortent un jeu qui lancera l'une des plus grandes sagas du jeu vidéo, Assassin's Creed. Le résumé d'Assassin's Creed est très simple. Le monde entier est bluffé à la sortie. C'est 5 millions d'exemplaires vendus à travers le monde en même pas 2 mois. C'est un véritable raz-de-marée. Les joueurs sont choqués de découvrir un jeu qui est tellement novateur sur le plan graphique, technique, scénaristique, et c'est ce qui va convaincre tout le monde. L'histoire de la création d'Assassin's Creed pourrait consacrer une vidéo entière sur ce sujet tellement c'est passionnant. Et c'est d'ailleurs grâce aux ventes d'Assassin's Creed que Ubisoft va encore dépasser un nouveau palier. Ils vont devenir officiellement le 3e plus grand éditeur de jeux vidéo indépendant au monde, juste derrière Nintendo et Activision. Et il faut quand même se rendre compte de l'importance de ce titre quand même, parce qu'être au coude à coude avec Activision qui sort en parallèle les plus grands jeux Call of Duty de l'ère des années 2000, franchement chapeau, c'est là où on se rend compte de l'importance qu'a pris Ubisoft dans le monde du jeu vidéo. Et il est important de noter d'ailleurs que là j'énumère juste les plus gros jeux qui sont sortis à cette période, mais ce qu'il faut surtout retenir c'est de se rendre compte qu'Ubisoft sort des jeux à phénomène mondial qui marqueront la vie de millions de joueurs, et ils vont faire ça année après année alors qu'on est dans les années 2000. C'est complètement hallucinant et c'est pour ça que j'appelle ça l'âge d'or d'Ubisoft, parce qu'ils vont capitaliser sur ces réussites pour en faire des suites. En même temps, dans cette période de succès, vous en doutez bien, ils continuent à accroître leur nombre de studios à travers le monde, en ouvrant par exemple des studios en Ukraine, au Brésil ou encore à Singapour, avec encore une fois d'autres filiales qui seront partout dans le monde. Et pour continuer dans la même lancée, Ubisoft va encore se diversifier en sortant en 2009 Just Dance. L'objectif, vous en doutez, c'est de créer un jeu familial qui peut réunir toutes les tranches d'âge, qui est très très loin d'ailleurs de l'image d'un Assassin's Creed ou d'un Far Cry, mais en réalité c'est très intelligent parce que ça va leur permettre de trouver de nouveaux joueurs. Le jeu encore une fois est une réussite totale, plus de 2 millions d'exemplaires vendus en moins de 2 mois, ce qui est moins lucratif que leur jeu phare, mais c'est normal, Ubisoft ne s'attendait pas du tout à ces chiffres là de base. En parler de ça, j'avais déjà commencé à en parler avec l'épisode des lapins crétins, mais c'est durant cette période, donc 2008-2009, qu'Ubisoft développe réellement la volonté de se diversifier hors du jeu vidéo, en achetant notamment un studio canadien, eBright Technologies, qui est un studio spécialisé dans les effets spéciaux de cinéma ou de télévision. Ils vont créer en même temps une maison d'édition de bande dessinée, les Deux Royaumes, dans le but d'adapter leur franchise phare en bande dessinée. C'est pour ça qu'il y a des BD Lapin Crétin, Assassin's Creed, Far Cry, etc. Et dans un troisième temps, ils vont monter en 2011 leur propre studio de production, Ubisoft Motion Picture, pour créer leur propre film et dessins animés. Alors certes, ça peut paraître totalement anecdotique, mais si j'énumère tout ça, c'est pour montrer la réelle ambition d'Ubisoft de se développer dans tous les secteurs possibles. Et c'est donc à partir de là, à partir de 2010, qu'on va commencer à voir un pattern se dessiner avec la sortie d'un des nouveaux jeux phares chaque année. Et évidemment, ça va continuer de marcher, ils vont pas s'arrêter en si bon chemin. Je veux dire, l'une des années les plus marquantes d'Ubisoft pour beaucoup de fans, c'est l'année 2013, avec justement la sortie d'Assassin's Creed Black Flag, que beaucoup considèrent comme le meilleur épisode de la saga. Et je suis totalement d'accord, Assassin's Creed Black Flag a jamais dans mon cœur. Sauf que malheureusement, c'est également cette année on va voir la dynamique changer chez Ubisoft. On va commencer à constater quelques signes qui sont pas normaux. Parce qu'en fin 2013, Ubisoft va annoncer pour la première fois de son histoire un report de jeu, Watch Dogs et The Crew. Bon, pour nous aujourd'hui, ça paraît anodin, des reports de jeux, ça arrive tout le temps dans l'industrie aujourd'hui. Mais pour l'époque, ça inquiète beaucoup de monde et ça va tellement inquiéter que le cours de l'action d'Ubisoft va chuter de 23%, ce qui va faire paniquer Ubisoft instantanément. Ils ont peur de ça. Et comme ils ont peur, ils vont prendre la décision de précipiter la sortie de leur jeu phare trop en avance comparé à leur temps de développement. Et c'est donc en 2014, donc la même année, où ils sortent Watch Dogs, Assassin's Creed Unity et Far Cry 4. Des jeux qui, d'un point de vue financier, seront très rentables, il n'y a pas de problème là-dessus. Watch Dogs va par exemple se vendre à 4 millions d'exemplaires en moins d'une semaine, ce qui est un record pour Ubisoft. Assassin's Creed Unity va se vendre à plus de 7 millions d'exemplaires en moins d'un an, Far Cry 4 à plus de 4 millions d'exemplaires en moins de 6 mois. Donc voilà, d'un point de vue financier, tout est bon pour Ubisoft. Mais d'un point de vue satisfaction des joueurs, c'est pas pareil. Parce que justement, ces jeux vont sortir complètement buggés, codés avec le cul, presque injouables pour certains joueurs. Et ceux qui à l'époque ont joué à la sortie d'Assassin's Creed Unity s'en rappellent forcément. En tout cas, moi à l'époque, je me rappelle bien, et c'était un calvaire, alors que j'adore le jeu. Mais le truc, c'est que les joueurs considèrent aussi que les jeux sont devenus trop répétitifs, qu'ils sont plus aussi novateurs qu'avant. Et ça, d'un côté, je peux le comprendre, quand tu passes d'un Assassin's Creed Black Flag avec un bateau, un monde ouvert, etc., et que tu t'arrives à Assassin's Creed Unity complètement buggé, ça la fout mal. Tout ça en l'espace d'un an, tu passes de la gloire à la misère. Et c'est donc à partir de cette année précise que la vision des joueurs vis-à-vis d'Ubisoft va commencer à changer. Elle est vue comme la société qui privilégie la quantité en négligeant la qualité derrière. Ce qui change drastiquement comparé justement aux jeux vidéo sortis dans les années 2000, qui chaque année sortaient un jeu banger. Et en fait, c'est comme une graine,
graine qui commence à s'installer dans la tête des joueurs. Cette graine qui te fait constater que les suites des jeux de ton enfance ne sont plus aussi bien qu'avant. Et comme au début ça n'a aucun impact sur les revenus de l'entreprise, personne s'inquiète. Mais c'est à partir de ce moment-là que l'image d'Ubisoft va commencer à changer de petit à petit. Cette petite graine que j'énumère là, c'est la frustration des joueurs qui après année va grandir de plus en plus. Et d'ailleurs c'est à partir de cette année-là où la dynamique va clairement commencer à changer. En plus de ça, en 2015, il y a une petite entreprise qui avait essayé de prendre le contrôle d'Ubisoft. Il s'agit d'une petite entreprise du nom de Vivendi, dirigé par qui? Vincent Bolloré. Un des hommes d'affaires les plus importants en France, Vincent Bolloré. Vincent Bolloré déféré devant les juges en vue de sa mise en examen. L'actualité, Vincent Bolloré est en garde à vue à Nanterre. L'homme d'affaires est auditionné dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de corruption visant l'obtention de concessions en Afrique. Mesdames, messieurs, bonjour. Vivendi va commencer à racheter progressivement des parts d'Ubisoft. Pour leur premier investissement, ils vont claquer 140 millions d'euros sur la table, ce qui va leur permettre de détenir 6,6% d'Ubisoft et 6,2% de Gameloft, la société sœur d'Ubisoft. Ça perturbe évidemment Ubisoft et Yves Guillemot, d'ailleurs, qui est entre-temps devenu le PDG de l'entreprise. Il a d'ailleurs exprimé son inquiétude en interne en disant qu'il a peur que l'entreprise soit dirigée par des gens qui n'ont aucune expérience dans cette industrie. Et en soi, il a complètement raison. Sauf que Bolloré, en apprenant qu'il est un peu traité comme un incompétent auprès de Yves Guillemot, et ben il va augmenter ses parts dans Ubisoft. Il va les faire passer de 6% à 10,30%, ce qui va donc faire passer Vivendi comme actionnaire principal d'Ubisoft. Et là c'est chaud parce que ça signifie par conséquent que Vivendi a un mot à dire sur toutes les productions d'Ubisoft. S'ils sont pas contents, ils peuvent se plaindre. Et pour vous montrer à quel point Vivendi avait l'intention de s'en prendre à Ubisoft, c'est que en fin 2016, ils détiendront 25% des parts d'Ubisoft. 25%, un quart. Et donc c'est pour ça que pendant 3 ans, de 2015 à 2018, il va y avoir une espèce de grande guéguerre en interne entre les frères Guillemot et Bolloré. Bon, au final, en 2018, Vivendi décide de vendre toutes ses parts chez Ubisoft pour 2 milliards d'euros, ce qui va laisser Ubisoft remporter la bataille. Vivendi va revendre toutes leurs actions à la famille Guillemot dans un premier temps, mais également à l'entreprise Tencent. Retenez bien ça, c'est important pour la suite. Et attention, pendant ces 3 années, de 2015 à 2018, autant au côté fiscal et gestion d'entreprise, ça a été très chaud pour Ubisoft, parce que justement, il fallait batailler avec Vivendi, autant au niveau finance et rentabilité, c'est extrêmement rentable. Ubisoft va annoncer un bénéfice net record de 100 millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros en 2018. Et c'est là où on commence à citer quand même un décalage chez Ubisoft depuis quelques années, c'est-à-dire que au niveau rentabilité, les jeux se vendent très bien, il n'y a pas de problème. Mais en termes de satisfaction des joueurs, les joueurs gueulent de plus en plus. Ils en ont marre de l'état des jeux à leur sortie. On peut prendre l'exemple par exemple de Rainbow Six Siege, un jeu multijoueur en 5 contre 5 qui sort en décembre 2015 mais qui est complètement buggé. Et en plus de ça, envahi de cheaters. D'ailleurs j'y pense tant qu'on parle de Rainbow Six Siege, c'est le premier jeu d'Ubisoft à s'inscrire dans l'e-sport à grande échelle. Ce qui montre encore une fois la réussite d'Ubisoft à s'implanter dans tous les corps du jeu vidéo. Et au passage, j'y pense pour desservir un petit message, jouer à Rainbow Six Siege. C'est un jeu extraordinaire. Et en fait, durant ces années-là, on assiste à une dissonance cognitive folle entre les joueurs et l'entreprise. Parce qu'en réalité, le réel problème, c'est nous, c'est les joueurs. Tout le monde se plaint que les jeux sont buggés, mal finis, etc. Mais tout le monde achète. Donc pourquoi Ubisoft s'inquiéterait? Enfin bref, la période de 2015 à 2018 se résume quand même par un exploit. Mais cette victoire, malheureusement, elle va pas durer. Parce qu'on va pas se le cacher, ça commence à sentir de plus en plus les problèmes pour eux. Car déjà, au début de l'année 2020, il y a un petit virus qui arrive, je sais pas si vous le connaissez, le coronavirus, je crois que c'est ça, qui a paralysé le monde entier et qui a un impact négatif sur toutes les entreprises du monde, donc Ubisoft y compris. Ça va avoir pour conséquence une perte nette de 125 millions de dollars et des retards de jeu. Mais encore, ça c'est pas le plus gros problème quand t'es une boîte qui pèse des milliards. Par contre, quelque chose qui peut totalement détruire ton entreprise, c'est par exemple une enquête qui sort en juillet 2020 par Libération, qui révèle qu'il y a des comportements gravissimes au sein de ton entreprise. Du harcèlement sexuel, des agressions sexuelles et une ambiance extrêmement toxique, tout ça venant des cadres de ton entreprise. Ça c'est terrible. Ça peut détruire ton entreprise. Parce que cette enquête va être un énorme bad buzz pour Ubisoft. Elle va révéler au monde entier que l'entreprise maltraite ses employés. Ça va avoir pour conséquence le renvoi logique du directeur créatif mondial d'Ubisoft, Serge Ascott, qui avait quand même pour surnom en interne l'ogre d'Ubisoft. Je me demande quand même à quel point t'as dû terroriser tes employés pour qu'on t'appelle l'ogre d'Ubisoft. C'est une dinguerie. Il y a également le renvoi du vice-président du secteur éditorial, Tommy François, et du second vice-président éditorial, Maxime Bellan. Ubisoft a fait un communiqué en disant que justement Ubisoft respecte ses employés, etc. Mais la confiance elle est rompue. Comment tu peux prouver à tes joueurs que t'as l'image d'une entreprise clean alors qu'en interne t'as fait vivre l'horreur à tes employés? Surtout que de toutes les enquêtes, on comprend clairement que tous les cadres de l'entreprise savaient, dont les PDG, dont les frères Guillemot, tout le monde savait et personne n'a rien dit. Et donc sans grande surprise, l'action d'Ubisoft va s'effondrer, ce qui va les mettre d'ailleurs dans une position extrêmement dure. Et c'est simple, c'est clairement à partir de ce moment précis qu'Ubisoft va descendre en enfer.
Pour essayer de remonter la pente, Ubisoft va avoir des choix économiques extrêmement douteux, notamment à cause de l'influence de Tencent, l'entreprise dont je vous ai parlé plus tôt. Vous savez, l'entreprise qui a racheté en 2018 les parts de Vivendi. Et bah eux, Tencent, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une entreprise asiatique basée sur les jeux mobiles et les jeux vidéo en général, et c'est l'une des plus grosses boîtes de l'industrie. Et comme ils sont actionnaires majoritaires au sein d'Ubisoft, et bah ils peuvent dicter leurs lois. Ils vont commencer à mettre en place une politique pour faire encore plus de profit, en mettant totalement de côté le bon développement des jeux AAA, pour justement se focaliser sur le développement des jeux mobiles et freemium, ce qui malheureusement sera un échec total. Et comme si c'était déjà pas assez, en 2021, un an plus tard, Ubisoft va annoncer son programme de blockchain Ubisoft Quartz, avec justement l'intégration d'NFT dans ses jeux vidéo. Bon bah j'ai pas besoin d'étayer pour dire que c'est une idée de merde, voilà. Non mais on est tous d'accord. Et vous en doutez, l'annonce a été extrêmement critiquée par le public, hein. C'est tellement critiqué que la vidéo d'annonce d'Ubisoft Quartz a été dislikée à plus de 96% sur YouTube. 96% quand même, c'est beaucoup, je vous le dis. Si vous pouviez faire l'inverse sur cette vidéo en mettant justement 96% de pouces bleus ou plus, ce serait très très gentil. Et en fait, cette annonce de blockchain avec l'ajout d'NFT, etc., ça a été un petit peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que les joueurs vont déjà péter un câble vis-à-vis de ça, mais vont également péter un câble sur la condition générale d'Ubisoft. Les joueurs vont extrêmement critiquer la baisse de qualité des jeux qui sortent et des bugs récurrents. Je vous en ai parlé. Cette graine de frustration qui était dans la tête des joueurs. Et là c'est exactement ça, cette graine de frustration, elle a germé pendant 10 ans. Et après 10 ans, les fans n'en peuvent plus. Parce qu'on peut parler des flops d'Ubisoft depuis 2020, hein. C'est effrayant. Assassin's Creed Mirage, échec pour l'entreprise. Avatar, les frontières de Pandora, échec pour l'entreprise. Des jeux qui sont critiqués par les fans pour être extrêmement répétitifs, qui n'apportent rien depuis 10 ans. Il y a également la sortie de Skull and Bones, voilà, qui est l'une des plus grosses blagues, je pense, du jeu vidéo. Le jeu a coûté 200 millions de dollars à produire. Ça a été 11 ans de développement. C'est colossal. Tout ce temps d'attente et de production pour au final te sortir un jeu ridicule qui n'apporte rien. Tout ça alors que 10 ans plus tôt, tu sortais Assassin's Creed Black Flag, qui te dépasse sur tous les points. Et le pire, c'est que Ubisoft avait placé beaucoup d'espoir dans ces jeux. Et après ces échecs, Ubisoft avait mis beaucoup d'espoir sur l'année 2024, en sortant dans un premier temps X-Defiant, un jeu multijoueur gratuit en 5 contre 5, mais qui au final fermera tous ses serveurs en juin prochain, parce que les joueurs n'ont tout simplement pas suivi le mouvement. Donc encore un nouvel échec de la part d'Ubisoft, mais c'est pas fini, parce qu'il y a également en 2024 la sortie de Star Wars Outlaws. Qui devait être le jeu phare pour Ubisoft en 2024 et qui devait rassurer tous les investisseurs. Bon, au final, ça a été un énorme échec également, avec à peine 2 millions de joueurs qui ont acheté le jeu après sa sortie. Il faut se rendre compte quand même qu'en l'espace de 4 ans, en 4 petites années, on passe d'un jeu comme Assassin's Creed Valhalla qui, même si c'était un jeu dégueulasse, hein, c'était un jeu nul à chier, on est d'accord, hein, s'est vendu à 20 millions d'exemplaires, dont 5 millions le premier mois, à Star Wars Outlaws, qui devait être l'un des jeux phares pour Ubisoft en 2024, qui galère à se vendre à plus d'1 million d'exemplaires. Malheureusement, à cause de cet échec, Ubisoft va plonger dans le rouge. Pour que vous compreniez bien la situation entre 2021 et 2024, le cours de l'action d'Ubisoft va chuter de 85%. Ça va avoir pour conséquence la fermeture de nombreux studios à travers le monde et le licenciement de milliers d'employés. Actuellement, énormément d'actionnaires veulent la tête de Yves Guillemot, le jugeant trop inefficace. Et pour le coup, quelque chose d'assez surprenant, et il faut le constater, c'est qu'aujourd'hui, la seule chose qui permet d'Ubisoft à encore tenir actuellement, c'est Rainbow Six Siege. Bon, il y a encore la vente de leurs anciens jeux qui marche bien, mais c'est principalement Rainbow Six Siege, qui est actuellement le seul jeu qui marche bien dans l'entreprise et qui a actuellement 600 000 joueurs connectés quotidiennement. Et pour vous dire, l'importance de Rainbow Six au sein d'Ubisoft actuellement, c'est que depuis son lancement, Rainbow Six Siege a rapporté plus de 3,5 milliards de dollars, qui est la deuxième plus grosse source de revenus après Assassin's Creed. Face à tous ces échecs et toutes ces polémiques, Ubisoft semble perdu, complètement déconnecté des fans, avec des actionnaires qui nuisent à l'entreprise, signifiant ainsi qu'Ubisoft est au bord du gouffre. Aujourd'hui, le dernier espoir pour Ubisoft est la sortie de leur prochain jeu phare, Assassin's Creed Shadows, qui, s'il réussit à conquérir les fans, pourrait redresser temporairement l'entreprise. Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'est même pas convaincu du succès d'Assassin's Creed Shadows. Parce que déjà, pour commencer, le jeu a eu énormément de polémiques avant même la sortie, dont celle où des gens gueulent car l'un des personnages principaux est Yasuke, un homme noir dans l'univers du Japon féodal, ce qui signifierait ainsi que l'entreprise est devenue woke, ce qui énerve énormément de fans. En plus de ça, le jeu a été reporté à 3 reprises, une fois en novembre, une fois en février, et là, la sortie finale devrait être le 20 mars, ce qui n'indique rien de bon, on va être honnête. Et le pire, c'est que tout récemment, le jeu s'est retrouvé à fuiter à 3 semaines de sa sortie et s'est retrouvé en libre commerce, ce qui a révélé tous les spoils de l'histoire du jeu. Donc ouais, clairement, ça ne sent pas bon du tout pour Assassin's Creed Shadows. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que si le jeu ne marche pas, il y a beaucoup de rumeurs concernant un possible rachat d'Ubisoft par Tencent, ce qui mettrait littéralement fin à l'histoire d'Ubisoft en tant qu'entreprise indépendante. Bon,
Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, vous pouvez vous abonner et liker cette vidéo pour soutenir la chaîne. Ça m'aiderait beaucoup, donc merci à ceux qui le feront. Et également, je tiens à notifier qu'on fera Assassin's Creed Shadows en live sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Le lien de ma chaîne Twitch est en bas dans la description. twitch.tv/axdk. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. Voilà. À la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Axel. Salut!